Chapitre 3, l'enfer de Simone Veil, une vie, suite de la partie 1. Alors, nous savions que si une capot offrait une tartine avec du sucre, elle ne tarderait pas à dire « Ah, si on dormait là toutes les deux, ça serait si bien. » Il fallait avoir le courage de lui répondre « Merci, ça va, je n'ai pas sommeil. » Cette ambiguïté sexuelle rôdait en permanence dans les rapports de ces femmes avec les plus jeunes. Aujourd'hui, il suffit d'évoquer ce genre de situation pour que d'anciens déportés s'en scandalisent. Ils oublient que des jeunes gens ont survécu grâce à des protections de ce genre, accompagnées ou non de contreparties. Quant à moi, je me refuse à tout jugement dans ce domaine. Vaille que vaille, nous nous faisions à l'effroyable ambiance qui régnait dans le camp. La pestilence des corps brûlés, la fumée qui obscurcissait le ciel en permanence, la boue partout, l'humidité pénétrante des marais. Aujourd'hui, quand on se rend sur le site, malgré le décor des baraques, des miradors et des barbelés, presque tout ce qui faisait Auschwitz a disparu. On ne voit pas ce qui a pu se dérouler en ces lieux, on ne peut l'imaginer. C'est que rien n'est à la mesure de l'extermination de ces millions d'êtres humains conduits là depuis tous les coins de l'Europe. Pour nous, les filles de Birkenau, ce fut peut-être l'arrivée des Hongrois qui donna la véritable mesure du cauchemar dans lequel nous étions plongés. L'industrie du massacre atteignit alors des sommets. Plus de 400 000 personnes furent exterminées en moins de 3 mois. Des blocs entiers avaient été libérés pour les accueillir. Mais la plupart ont été gazés tout de suite. C'est pour cela que nous avions travaillé à prolonger la rampe à l'intérieur du camp jusqu'aux chambres à gaz. À partir de début mai, les trains chargés de déportés hongrois se sont succédé de jour comme de nuit, remplis d'hommes et de femmes, d'enfants et de vieillards. J'assistais à leur arrivée car je vivais dans un bloc très proche de la rampe. Je voyais ces centaines de malheureux descendre du train aussi démunis et hagards que nous. Quelques semaines plus tôt, la plupart étaient directement envoyés à la chambre à gaz. Parmi les survivants, beaucoup partirent rapidement pour Bergen-Belsen, camp d'une mort plus lente, mais tout aussi certaine. Ceux qui restèrent à Auschwitz-Birkenau se retrouvèrent particulièrement isolés, faute de ne pratiquer aucune autre langue que le hongrois. Dans leur pays, les événements étaient survenus sans préavis. La guerre y était longtemps demeurée marginale. La présence militaire allemande récente n'avait rien à voir avec l'occupation des autres pays d'Europe, au point que la nazie avait dû s'entendre avec les milices hongroises pour mener à bien les arrestations de juifs. La logique des camps est implacable. Le malheur des uns y atténue celui des autres. L'arrivée en masse des Hongrois à Birkenau a créé une sorte d'abondance. Beaucoup d'entre eux venaient de la campagne, ils étaient chargés de victuailles, entre autres des pâtés, des saucissons, du miel, ainsi que du pain noir qui n'avait rien à voir avec notre pain à la sciure de bois. Ils débarquèrent aussi avec des valises pleines de vêtements. Une épouvantable tristesse m'étreignait en voyant, éparpillés au sol, les vêtements des personnes qui venaient d'être gazées. Toutes ces affaires étaient ensuite ramassées et expédiées au Canada, surnom du commando où s'effectuait le tri des bagages. C'est là que des déportés triaient les vêtements avant leur envoi en Allemagne. Puis ils arrivaient d'affaires dans le camp, plus les vols étaient nombreux, et je me souviens d'être passé une fois devant le bloc où habitaient les filles du Canada. Elles avaient réussi à aménager leur baraque, et même si elles dormaient toujours sur des chaillis, leur confort était sans rapport avec le nôtre. Elles portaient une lingerie magnifique. Par contraste avec l'absolue misère qui régnait, le Canada constituait une sorte d'enclave magique au cœur du camp. D'abord parce qu'en émanait une image de richesse et d'abondance. Ensuite parce que le Canada alimentait toutes sortes de trafics. Encore fallait-il, pour accéder à ce commerce, qu'on ait quelque chose à échanger, ce qui n'était le cas que d'une infime minorité à laquelle, étant démunis de tout, nous n'appartenions pas. Dans ce trafic hétéroclite, on trouvait des objets de valeur qui circulaient sous le manteau, ou bien étaient cachés dans l'espoir d'une récupération ultérieure. Les bijoux qui n'étaient pas cachés étaient troqués.
une alliance en or contre un pain, ce qui donne une idée de la hiérarchie des valeurs dans le camp. Si on voulait une cuillère pour manger, il fallait l'organiser selon le terme consacré. On se privait pendant 2 jours de pain pour payer la cuillère. En dehors du Canada, l'échange fonctionnait aussi, mais à des niveaux plus modestes. Par exemple, si quelqu'un avait besoin d'une paire de chaussures, il se privait de pain pour l'acheter à quelqu'un d'autre. Un peu partout, le chapardage était monnaie courante. Même si l'on gardait ses chaussures sur soi, il arrivait tout de même qu'on vous les vole pendant la nuit. J'étais au camp depuis 2 mois lorsque j'ai croisé une architecte polonaise survivante du ghetto de Varsovie. Elle faisait partie des gens qui s'étaient enfuis par les égouts avant d'être rattrapés, puis envoyés au ghetto de Lodz et enfin déportés à Auschwitz. Issue de la bourgeoisie de Varsovie, cette jeune femme parlait français. Nous avons sympathisé, et me voyant vêtue de haillons, quand on arrivait au camp, on n'avait jamais droit qu'à des haillons, car les SS n'hésitaient pas à déchirer les vêtements pour mieux nous humilier. Elle tint à m'offrir 2 robes assez jolies, à ma taille, qu'elle avait sans doute organisées au Canada. Je portais donc une vraie robe, ce qui constituait un bonheur sans nom. J'ai fait un cadeau de l'autre à une amie que je rencontre toujours, et qui aujourd'hui encore s'étonne, quand je pense que tu m'as donné une robe au camp. Et lorsque le prolongement de la rampe a été terminé, les SS nous ont astreintes à des tâches inutiles, dont le résultat, sinon l'objet, était de nous affaiblir encore plus. Porter des rails, creuser des trous, charrier des pierres. Nous savions que bientôt, à l'issue de la quarantaine, nous serions affectés à un commando. Mais lequel? Les déportés pouvaient aussi bien être envoyés au Canada pour trier des vêtements qu'assujettis à poursuivre des travaux épuisants, à terrasser, à porter des rails, à creuser des fossés. Personne n'avait la moindre idée de ce qui l'attendait. Les affections étaient entièrement soumises au bon vouloir et à l'humeur des capots et des SS. Entre-temps, nous avions appris dès le 7 juin, je crois, que les Alliés venaient de débarquer. Le bruit en avait souvent couru. Mais ce jour-là, c'est un fragment de journal reproduisant la carte de la côte normande et précisant les lieux du débarquement que j'ai ramassé par terre. Je demeure convaincu que la femme SS qui nous surveillait l'avait laissé traîner à dessein. Un matin, alors que nous sortions du camp pour aller au travail, la chef du camp, Stenia, ancienne prostituée terriblement dure avec les autres déportés, m'a sorti du rang. Tu es vraiment trop jolie pour mourir ici. Je vais faire quelque chose pour toi en t'envoyant ailleurs. Je lui ai répondu oui, mais j'ai une mère et une sœur. Je ne peux pas accepter d'aller ailleurs si elles ne viennent pas avec moi. À ma grande surprise, elle a acquiescé. D'accord, elles viendront avec toi. Tous les gens auxquels j'ai par la suite raconté cet épisode sont restés stupéfaits. Il s'est pourtant déroulé ainsi. Fait incroyable, cette femme que je n'ai par la suite croisée que 2 ou 3 fois dans le camp ne m'a jamais rien demandé en échange. Tout s'est donc passé comme si ma jeunesse et le désir de vivre qui m'habitait m'avaient protégé. Ce qui en moi semblait comme appartenir à un autre monde m'avait sorti du lot par l'intermédiaire de cette polonaise brutale devenue, par je ne sais quelle chance, une bonne fée pour ma mère, ma sœur et moi-même. En effet, elle tint sa promesse. Quelques jours plus tard, nous avons été toutes les 3 transférées dans un commando moins dur que les autres, à Bobrecq, où l'on travaillait pour Siemens. Avant notre départ, nous avons subi une visite médicale et sans l'insistance de Stenia, le docteur Mengel, déjà bien identifié dans le camp comme criminel, aurait écarté maman dont la santé avait déjà décliné. Nous sommes restés à Bobrecq, à 4 ou 5 kilomètres de Birkenau, de juillet 44 à janvier 45. Sont parties avec nous 3 femmes communistes, déportées comme juives, une polonaise et 2 françaises. Toutes les 3 avaient d'abord été affectées au bloc d'expérience médicale où elles n'avaient subi que des prélèvements anodins pour leur santé. C'est la protection de femmes médecins communistes qui leur permit ensuite d'aller à Bobrecq, ces médecins leur ayant précisé « On nous demande maintenant de nous livrer sur vous à des expériences dont nous sommes incapables de mesurer les conséquences. Nous allons tout faire pour que vous partiez
parce que nous ne savons pas du tout comment les choses vont tourner. Et c'est ainsi que ces 3 femmes sont parties avec nous. Nous sommes arrivés à Beaubrec 2 ou 3 jours avant mon anniversaire. Je me souviens que le SS du camp m'a donné à cette occasion ce qu'on appelait Henzulag, une prime, c'est-à-dire un morceau de pain. C'était quelques jours avant la tentative d'attentat contre Hitler. Nous avons appris l'événement de la bouche de ceux qui travaillaient dans les bureaux, et pendant 1 ou 2 jours nous avons espéré qu'il était mort. Le commandant comptait environ 250 déportés, dont 37 femmes. Nous étions répartis entre les tâches diverses en liaison avec les activités de l'usine Siemens qui fabriquait des pièces d'avion, dont je n'ai jamais vu une seule, car ma sœur et moi avions été affectés aux éternels travaux de terrassement. C'était le même genre d'activité inutile qu'à Birkenau. Nous devions dépierrer un terrain limitrophe d'un champ de rave. Dans quel but? Mystère. La surveillance était moins stricte qu'à Birkenau, et plus tard j'ai été affecté à des travaux de maçonnerie parce qu'il fallait construire un mur dont j'ai toujours ignoré à quoi il pouvait bien servir. J'ai souvent repensé à cet apprentissage de la truelle lorsque j'ai eu à poser des premières pierres. Pendant toute cette période, maman, Milou et moi avons réussi à ne pas être séparés. Même si maman a commencé alors à s'affaiblir, elle a toujours travaillé et nous faisions tout pour la protéger. Nous n'avions guère plus à manger qu'à Haute-Suite, mais, comme le travail n'était pas aussi épuisant, cela suffisait à nous maintenir en vie. Parfois la nourriture était un peu moins infecte, sans doute parce que Siemens avait besoin de travailleurs qui aient un minimum de rendement. On nous servait parfois une soupe enrichie de légumes séchés ou de pommes de terre, alors que la soupe d'Auschwitz ne contenait guère mieux que des orties et jamais de viande. À Beaubrec, le cuisinier des SS, un juif allemand, aidait les Français à ne pas dépérir grâce à des soupes un peu plus consistantes, sans doute prélevées sur le menu des SS. Il avait été arrêté en France, et son histoire qu'il racontait volontiers prenait des allures d'épopée. Il était parti d'Allemagne avant la guerre pour aller vivre en Palestine en compagnie de son épouse, une luxembourgeoise. Mais le couple n'avait pas marché, et en 1939, il était donc revenu en Allemagne avant de fuir à nouveau en France, où il se fit arrêter. Le destin qu'il avait tout fait pour fuir l'avait rattrapé. À Beaubrec, il avait à cœur d'aider les plus jeunes, témoignant comme beaucoup d'autres d'une profonde solidarité, et il pouvait lier les déportés entre eux. Au camp de Buchenwald, par exemple, où se trouvait un groupe d'enfants qui, dans les autres camps, étaient presque tous gazés à l'arrivée, ce sont souvent des communistes qui, grâce à la place privilégiée qu'ils étaient parvenus à occuper au sein de l'administration, les ont sauvés. À Beaubrec, le calme régnait parce qu'à la moindre incartade, chacun courait le risque d'être envoyé à Birkenau. Mis à part cette menace permanente, le régime de vie et de travail était si différent de celui de Birkenau que Beaubrec avait été surnommé le sanatorium. Les déportés rêvaient tous d'y aller. D'ailleurs, pendant tout le temps que nous y avons passé, personne n'est mort. Notre groupe de femmes était caserné dans un grenier au-dessus de l'atelier de l'usine, et comme nous étions peu nombreuses, il n'y avait pas d'appel à l'extérieur. Seul un SS venait vérifier notre présence, et je crois plus en espérant nous surprendre pendant notre toilette que pour de réelles raisons de sécurité. Il n'était pas question de s'évader. D'ailleurs, vers où aurions-nous pu nous diriger? Dans la région, les camps se succédaient sur des kilomètres et des kilomètres. Prendre le risque de partir revenait à mourir encore plus sûrement que de rester à attendre que le destin dispose de nous. De Birkenau, on ne s'évadait pas davantage. La seule déportée ayant tenté de le faire à partir des bureaux où elle travaillait fut rapidement reprise et pendue. Je vais terminer sur le chapitre L'Enfer, chapitre 3, sur une autre vidéo, un autre enregistrement. Merci.